Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui nous allons voir tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour correctement dimensionner une centrale électrique autonome. Comme expliqué dans l'intro de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de dimensionnement photovoltaïque et de centrale électrique. Néanmoins, pour qu'il n'y ait pas de déçus, aujourd'hui je vais évoquer uniquement tous les paramètres et les connaissances à avoir. Le dimensionnement proprement dit fera l'objet d'une vidéo spécifique lorsque tous ces éléments auront été traités. On se retrouve au bureau avec des images et des schémas pour que ce soit plus clair. On se retrouve donc au bureau pour voir tous les éléments qui servent à paramétrer un site isolé. Mais avant de démarrer, donc, je voudrais préciser quelques points. Donc, j'utilise souvent le terme site isolé pour parler d'une installation qui n'est pas raccordée à un réseau commun, mais ça ne veut pas dire que c'est au milieu de nulle part. Voilà, on peut tout à fait avoir dans un lotissement avoir votre propre autonomie, même si ce n'est pas courant. J'évoquerai certainement le plus souvent le photovoltaïque parce que c'est le plus simple et le plus courant. Néanmoins, une centrale électrique peut être faite à partir de plusieurs énergies. Donc évidemment le soleil qui permet de produire de l'électricité directement avec les panneaux photovoltaïques, dans certains cas avec des centrales thermiques solaires. Il y a bien sûr le vent avec les installations éoliennes, l'eau qui peut servir si vous avez une rivière ou une source qui donne vraiment bien avec des petites turbines hydrauliques. Bien sûr, il y a les combustibles liquides, donc carburant, fuel, super pour utiliser un groupe électrogène le plus souvent. Il y a aussi également les moteurs Stirling, donc ça j'en parlerai très brièvement, c'est pas ma spécialité. Et il y a aussi les systèmes marée motrice ou à partir des vagues, mais là je n'en parlerai pas dans le cadre de cette vidéo puisque ce sont des systèmes très industriels. Voilà. Mais néanmoins, voilà, les énergies renouvelables sont très présentes partout sur la Terre et permettent de fabriquer de l'électricité à peu près partout. Lorsqu'on a un projet d'autonomie, il y a des phases de construction, enfin comme n'importe quel projet. Le premier, voilà, ça c'est votre projet au départ. Hein, c'est que voilà, on ne sait pas où on va, c'est assez compliqué et ça vaut pour tous les projets. Là en l'occurrence, on va parler d'une centrale photovoltaïque. Enfin d'une centrale autonome, on verra un peu plus tard, essentiellement basée sur le photovoltaïque, mais j'expliquerai pourquoi. Donc avant de se lancer, bien avant la construction proprement dite et la mise en œuvre, donc il y a des préparatifs qui sont très très importants. Ce sont ces préparatifs qui vont nous permettre de nous occuper de la technique après. Voilà, il ne faut surtout pas négliger les préparatifs que je vais expliquer là. Ça a beaucoup de conséquences sur les aspects confort d'utilisation et budgétaire aussi. On le verra un peu plus tard. Donc pour moi, alors je vais expliquer les choses telles que moi je les vois. Pour moi, le premier point, les deux premiers points, mais qui sont vraiment hyper liés, c'est votre besoin électrique et le budget que vous prévoyez pour votre projet d'autonomie. Les besoins électriques, donc c'est évidemment votre consommation d'électricité, mais ça n'est pas que ça. Lorsqu'on démarre dans les préparatifs, il faut d'abord élaborer exactement sa consommation. Donc évidemment c'est du prévisionnel. On peut également se baser sur ce qu'on connaît déjà si on est avant. On était par exemple, si vous habitez dans un appartement, vous mesurez toutes vos consommations. Du coup, vous avez une bonne base de ce que vous aurez besoin lorsque vous serez autonome. Voilà, ça vous concerne vous. Après, des fois c'est valable, des fois ça ne l'est pas, tout simplement parce que le changement de maison va faire un changement de consommation. En général, on tâche de faire un changement de consommation à la baisse, mais ce n'est pas forcément le cas. Pour d'autres raisons justement qui sont liées au fait d'être en site isolé. Le premier point donc c'est votre consommation électrique. Donc la base c'est de bien l'évaluer, bien l'appréhender. Donc je vous mets en description un tableau en PDF que vous pouvez télécharger. Dedans il y a le tableau en PDF et en dessous il y a des exemples. Donc ça vous permet d'élaborer votre futur besoin énergétique. Deuxième point dans la consommation, dans ce que vous allez brancher, il y a le type d'appareil. Si ce sont des appareils résistifs ou des appareils inductifs.
Ça ne paraît pas comme ça, mais en fait ça a une influence sur la puissance maximum de l'onduleur qui servira à produire le 240. Troisième point, la puissance maxi de vos appareils. Pareil, donc on verra quand on élaborera le site isolé, mais en gros, par exemple, un réfrigérateur, sa consommation standard, ça va être 30 watts en fonctionnement. Par contre, au moment où il démarre, ça va être 5 fois plus. Donc si vous avez un frigo, un congélateur qui se mettent en marche d'un seul coup en même temps, ça peut arriver. Voilà, la puissance maximum dont vous aurez besoin sera très importante. Donc ça servira à élaborer l'onduleur. Point suivant, est-ce que ce projet est personnel ou professionnel? Si c'est un projet personnel, donc ça se limite, on va limiter le matériel, pas forcément au minimum, mais en tout cas aux besoins principaux. Si on est sur un projet professionnel, éventuellement ça peut nécessiter de la redondance ou d'avoir des appareils en double. Voilà, pour la sécurité électrique, si on a besoin de très haute sécurité électrique ou pas très haute sécurité électrique. Voilà, c'est important de le prendre en compte. Pareil, un projet professionnel, éventuellement on va rajouter un petit peu plus de matériel, mais un peu plus costaud dans l'idée de pouvoir d'avoir un matériel plus durable. Voilà, ou en tout cas, admettons un projet perso, vous avez un chargeur qui tombe en panne, bon c'est personnel, même si vous avez 8 jours ou 15 jours avec l'appareil qui ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Si c'est votre profession et que vous avez 2 jours de production au moins, ça a vraiment des conséquences. Donc voilà, ça fait partie des choix techniques qui vont arriver après. Le budget, donc il faut avoir une idée de budget. Alors pas une idée de combien va coûter votre projet, puisqu'on n'en est pas encore à ce stade, mais par contre, l'idée c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt à mettre 1000, 2000, 10 000, 50 000 euros dans votre projet pour avoir de l'autonomie électrique. Sachant que l'autonomie, ça n'est pas que l'électricité, c'est aussi le pompage de l'eau, c'est aussi le chauffage et certainement d'autres éléments que j'ignore. Voilà. Voilà, donc le budget, voilà, avoir un budget, pas forcément un budget connu, est-ce qu'il est extensible, est-ce qu'il ne l'est pas, mais c'est très très important de se donner une base, parce que 2 cas possibles, soit on fait en fonction du budget, soit on fait en fonction du besoin et le budget devra suivre. Voilà. Ou on fait un compromis entre les deux. L'avantage de connaître son budget au départ permet de mieux dimensionner aussi le système, d'être plus en cohérence avec vous, et dans ce cas-là de ne pas être déçu. Voilà. Un des risques, ça serait de dire je donne 3000 euros de budget pour mon autonomie, on crée une installation pour ce budget de 3000 euros, et puis finalement c'est pas suffisant pour couvrir vos besoins. Et là, c'est la grande déception si ça n'a pas été intégré au départ. Voilà, donc vraiment bien intégrer votre besoin en premier et votre budget en deuxième. Voilà, ce sont 2 points qui sont extrêmement liés. Point suivant qu'il faut prendre en compte absolument quand on veut créer sa centrale photovoltaïque, ou en tout cas sa centrale isolée, parce qu'en général on mettra du panneau photovoltaïque, ou en tout cas on mettra quelque chose qui se verra. Donc ce sont les notions d'urbanisme et de voisinage. Donc l'urbanisme, la première chose, c'est êtes-vous dans une zone protégée. Donc protégée soit bâtiment de France, église, monument quelconque, historique, quoi. Parc national, proximité des zones militaires, voilà, ou les aéroports. Voilà, c'est pas forcément protégé autour d'un aéroport, mais ça a des conséquences et éventuellement, si vous installez une éolienne par exemple, ça peut poser un souci. Je vais expliquer un peu plus loin. Donc la base, si on veut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit en général, si on est en zone protégée, ça peut être possible, mais par contre ce sera peut-être imposé que ce soit intégré dans la toiture au lieu d'être par-dessus. Voilà, l'idée c'est que ce soit le plus discret possible, sachant que ça n'est pas invisible non plus. Si c'est autorisé, ensuite peut-être il y aura une problématique de surface maximum par rapport à l'urbanisme, pas par rapport à la toiture. En ce qui concerne la pose d'éoliennes, donc pour des raisons pratiques que j'évoquerai un jour, on ne met jamais une éolienne sur le pignon d'une maison. C'est totalement idiot, mais bon, c'est mon avis personnel, mais je l'expliquerai pourquoi. Il y a des raisons techniques à ne pas le faire. Voilà, si vous êtes à proximité d'un aéroport ou d'une zone militaire, l'éolienne, elle peut poser un souci par rapport elle peut être visible sur les radars. Alors certes, ce sera un point fixe sur le radar de l'aéroport, néanmoins ça peut poser une gêne pour la gestion des avions. Donc renseignez-vous si vous êtes à moins de, je ne sais pas, 10 ou 20 km d'un aéroport ou d'un aérodrome
qui est équipé avec des radars. Voilà, renseignez-vous si ça ne dérangera pas d'avoir une éolienne. Alors bien sûr, une éolienne à moins de 12 mètres de haut, je ne pense pas. Néanmoins, si vous installez une éolienne correctement, que vous la mettez à 18 ou 24 mètres de haut, qu'elle est vraiment en champ libre, ça peut poser un souci. L'autre chose par rapport aux éoliennes, évidemment, c'est le voisinage. Donc est-ce que les voisins seront d'accord? Une éolienne, c'est pas forcément très bruyant, puisque on parle du bruit par rapport au voisinage. Mais voilà, éventuellement ça peut être une gêne visuelle également. Pareil sur les petites machines, bon, c'est pas forcément mal pris. Autre point, c'est les turbines hydrauliques. Donc il faut savoir qu'en France, alors je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, en France il y a un droit d'eau, donc qui est souvent lié au moulin, ou, voilà, d'origine. Par contre, prendre l'eau sur une rivière, même si c'est pour la rendre de l'autre côté de votre turbine, voilà, c'est soumis à des règles. Voilà, c'est un petit peu féodal comme système, mais voilà, c'est comme ça en France. Ensuite, une fois que l'on a élaboré, alors surtout son besoin électrique, qu'on est sûr de ce qu'on a le droit de mettre en place, on va s'occuper du potentiel de production en fonction du lieu où on est. Alors évidemment, si vous êtes dans un lieu hyper ensoleillé, le photovoltaïque sera à prendre en compte en premier. Si vous êtes dans une zone où le vent est très régulier, l'éolien sera intéressant, mais vraiment du vent régulier, pas forcément fort, mais régulier. Si vous avez un cours d'eau, évidemment, l'hydraulique est toujours intéressant. Néanmoins, le cours d'eau, à vérifier si son débit est stable sur l'année. Voilà, et s'il n'est pas trop variable, c'est-à-dire, voilà, il vaut mieux, si vous pouvez faire une prise d'eau plus loin, c'est l'idéal. Voilà. Parce qu'une rivière, ça monte et ça descend, ça peut charrier beaucoup de cailloux, de machin, et du coup, voilà, la turbine pourrait ne pas apprécier. L'autre point, alors là on sort des énergies renouvelables évidemment, enfin pas tout à fait, c'est l'idée du combustible, donc combustible liquide, gasoil ou super si vous avez un groupe électrogène. Alors j'ai déjà vu des sites isolés qui fonctionnaient au groupe électrogène uniquement. Voilà, c'est beaucoup de gestion, il faut que le carburant soit pas trop cher, voilà, bon. Et alors dans les autres solutions combustibles, donc il y a le moteur Stirling, qui est un moteur à combustion externe, qui date, je sais plus de quelle fin du siècle dernier certainement, enfin 1800 peut-être, 1700, je sais plus, honnêtement je ne sais plus. Voilà, et l'avantage du moteur Stirling, c'est qu'on peut le faire fonctionner avec n'importe quelle source. Donc vous faites un petit feu de bois, enfin petit feu de bois, vous chauffez d'un côté, ça refroidit de l'autre, ça tourne, c'est vraiment très bien. Ça a des contraintes techniques comme chaque chose, mais voilà, ça peut fonctionner avec du soleil également. Donc voilà, le moteur Stirling peut être une solution basée sur le combustible. Il faut savoir qu'il y a des satellites qui tournent et des sondes spatiales qui fonctionnent avec un moteur Stirling. Voilà, le côté chaud c'est du nucléaire et le côté froid c'est le vide de l'espace. Voilà, et ça alimente peut-être pas la station spatiale, mais en tout cas des sondes spatiales qui sont dans notre système solaire. Voilà. Alors, une fois que l'on a évoqué tous ces préparatifs, voilà, pour une partie c'est de la paperasse, c'est du renseignement sur le local. On peut parler de technique. Et là, au niveau de technique, il y aura la maison, le bâtiment, le terrain. Donc je dis le bâtiment, bon majoritairement ça sera de l'équipement de maison, mais néanmoins si vous avez un bâtiment agricole, un bâtiment industriel à équiper que vous souhaitez équiper en autonomie ou partiellement en autonomie, bon, ça fait partie des solutions. Donc le premier point, si on est sur la toiture, si on installe sur la toiture, évidemment c'est la notion de la qualité de la charpente. Alors là je pense surtout aux bâtiments anciens. Par exemple mon atelier c'est une vieille charpente métallique assez fine. Et voilà, mettre des modules photovoltaïques là-dessus, ça peut être pas mal, mais voilà, il y aura un renforcement de charpente à prévoir. Sur la plupart des maisons en bois, c'est pas un souci. Enfin, où la charpente est en bois, c'est pas un souci. Ici dans le sud de la France, les charpentes sont en béton. Donc voilà, c'est costaud, il n'y a pas de souci. Mais c'est un élément à intégrer. À titre d'exemple, j'avais aussi vu un bâtiment industriel il y avait une forme asymétrique. Et c'est vrai que j'avais dû faire une étude par une entreprise, un bureau d'études spécialisé dans les charpentes. Et le fait que le bâtiment soit asymétrique, c'était un problème. Voilà, il fallait prévoir un renforcement de charpente du côté le plus faible. Si vous mettez des modules photovoltaïques sur votre toit, il faut prévoir 25 kg par mètre carré. C'est pas beaucoup, mais par exemple c'est là où on voit l'intégration est intéressante par exemple parce qu'on va enlever les tuiles et mettre des modules photovoltaïques à la place qui sont à la limite un peu plus légers. Donc par rapport à la tenue de la charpente, c'est très bien intégré, dans ce cas précis en tout cas. Voilà.
Autre point, la facilité de mise en œuvre. Donc si par exemple il y a des maisons, bon, quand c'est en béton c'est pas un problème, on se fixe, voilà, on y arrive. Par contre c'est vrai que sur les charpentes en fermette, ça peut être un peu moins pratique de mettre des pattes de fixation. Là aussi l'intégration facilitera l'installation. Toujours dans l'idée de la toiture, donc est-ce que l'orientation est bonne? Est-ce que la pente est suffisante pour optimiser, sachant qu'en autonomie, on aura tendance à mettre les panneaux le plus droit possible, entre 45 et 60 degrés de la verticale. Ça permet d'optimiser en hiver et d'avoir moins de surproduction en été. Bon, là, en photovoltaïque, la surproduction, c'est pas trop un problème, mais par exemple sur du thermique, pour du chauffage, qui doit aussi faire l'eau chaude sanitaire, c'est dérangeant en été. Voilà, ça se gère, mais voilà, si on peut éviter d'avoir cette surchauffe, c'est pas plus mal. Ensuite, un autre élément, donc ça sera la surface du toit que vous pouvez consacrer à la production d'énergie ou la surface de terrain. Voilà. La surface de terrain, donc l'intérêt c'est d'avoir, alors si votre maison n'est pas plein sud par exemple, donc le toit est vraiment la pente est très faible, même si ça joue pas beaucoup, mais éventuellement c'est mettre les panneaux sur une structure indépendante qui sera vraiment tournée plein sud à l'orientation idéale. Voilà. Si votre terrain est tout petit et que vous vous orientez vers de l'éolien, là il faudra prévoir un mât autoporteur et ça a un budget qui est assez important par rapport à un mât basculant. D'autant qu'en plus dans l'installation puis dans la maintenance, à chaque fois il faudra louer une nacelle. Donc c'est pas forcément très confortable comme solution. Autre point, quand on crée une centrale d'énergie, donc l'idéal c'est vraiment d'avoir un local qui est dédié à ça. L'idéal aussi encore plus d'avoir une partie du local qui est destinée uniquement aux batteries et une partie qui est destinée uniquement à la partie électrique. Si c'est pas possible, soit le local est vraiment très très aéré, et si vraiment le local est petit, il faut mettre les batteries dans un coffre qui est indépendant, enfin qui rend indépendant, voilà, à cause de l'hydrogène. Bon, moi honnêtement j'ai jamais eu de soucis de ce genre là, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler, mais on va dire que c'est le principe de précaution. Voilà. Donc si le local est vraiment aéré, ça pose pas trop de soucis. Si par contre il y a le moindre doute, il vaut mieux faire un coffre et avoir des aérations séparées pour le local batterie. Voilà, l'autre solution, donc c'est un local qui est soit attenant à la maison et éventuellement un local indépendant. Ça peut être pas mal si vous faites un local avec le groupe électrogène, toute votre centrale électrique et toutes les batteries, tout ça, qui serait à mettons 10-20 mètres de la maison. L'avantage c'est quand vous mettez le groupe en marche, bon, vous l'entendez pas vraiment, ça évite d'avoir l'électrogène derrière la maison. Voilà, parce que 15-20 mètres c'est une bonne distance pour le groupe électrogène. Point suivant, donc une fois que l'on a réuni tous ces aspects, toutes ces connaissances sur ce que l'on peut faire et ce dont on a besoin, là on peut enfin commencer à parler technique, donc en tout cas à connaître les éléments. Donc dans ce qu'il faut connaître évidemment, donc les modules photovoltaïques, parce que leur tension, leur fonctionnement, leur puissance maximum, leur réaction à la chaleur, tout ça, ça a une implication sur le dimensionnement proprement dit. Donc la structure, donc en intégré ou non intégré. Si c'est du non intégré, il faut connaître la facilité de montage, d'assemblage, éventuellement de recyclage. Si c'est une structure qui est indépendante, donc que l'on met sur un socle extérieur, voilà, là c'est pareil, il y a plusieurs fabricants, il y en a qui sont plus pointilleux sur le fait qu'ils font une étude vraiment, une étude de résistance aux intempéries, au vent et tout ça. Donc voilà, les structures ça a une importance, il y a des différents fabricants et il y en a qui prennent pas en compte tout. À titre d'exemple sur les structures, par exemple si les structures sont très longues, il faut penser à intégrer des zones de dilatation, parce que l'aluminium quand ça chauffe ça se dilate. Et voilà, à titre d'exemple, un fabricant nous racontait qu'ils avaient fait tout changer des structures d'un concurrent parce que les structures avaient complètement vrillé à cause de ça. Ça n'avait pas été intégré dans l'étude et du coup les panneaux solaires ont commencé à casser parce que la structure avait bougé, mais bon, c'était des éléments de 50 mètres de long, hein, donc voilà. Donc il faut penser à ce genre de détails. Donc l'éolien, donc si vous souhaitez passer sur de l'éolien,
Donc c'est vraiment très bien l'éolien quand le vent est stable, pas forcément fort, mais stable. Voilà, j'en parlerai un petit peu un jour des éoliennes, j'en parlerai pas beaucoup, mais voilà, je vous ferai une vidéo sur l'éolien, sur ce qu'il faut connaître pour bien la choisir, et surtout ne pas l'installer sur le pignon de la maison. Les régulateurs, donc les fameux régulateurs MPPT, mais c'est pas obligatoire, hein, les régulateurs MPPT ont des avantages, mais ils sont quand même assez chers. Voilà, les régulateurs standards PWM pour les petites installations font très bien l'affaire. Voilà, mais toujours, voilà, tous ces choix de matos sont toujours fonction de votre besoin. Voilà, et voilà, fonction de votre besoin en quantité et en type d'installation. Ensuite, il y a les câbles. Alors, ça paraît bête, mais souvent, quand je fais des révisions d'installation, je m'aperçois que les gens qui ont fait eux-mêmes ont mis des câbles soit trop petits, soit pas adaptés. Voilà, quand je dis pas adapté, c'est dans le sens, pour les modules photovoltaïques, il y a des câbles spéciaux qui sont à double isolation, qui sont faits pour résister aux UV pendant au moins 20 ans. Donc c'est vraiment ce type de câble qu'il faut utiliser dans la partie extérieure. Voilà. Et ensuite, c'est leur section, c'est-à-dire qu'en fonction de la tension, du type de régulateur, de la tension des batteries que vous aurez derrière, donc vous aurez choisi, il faudra choisir la section des câbles. Donc les batteries, un sujet qui mériterait 3 vidéos à lui tout seul. Donc les batteries, il y a les choix de technologie de batterie, leur durée de vie possible, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la durée de vie des batteries, hein. C'est pas, ça se compte pas réellement en nombre d'années en fait, ça compte aussi, mais ça n'est pas le seul point. Donc il y a les technologies, le poids, la place que ça prend. Donc personnellement, des batteries qui sont un peu grosses et un peu lourdes pour une maison, je trouve que c'est très bien si c'est moins cher. Voilà, ça n'a pas d'intérêt de passer sur des batteries high-tech. C'est mon avis personnel. Par contre, c'est clair que pour utiliser dans un endroit vraiment exigu, s'il y a vraiment une problématique de place, des batteries high-tech, oui, c'est là où c'est adapté. Voilà. Donc la gestion, donc là j'ai marqué gestion, mais en fait je pense à gestion d'énergie. Donc sur les tout petits sites isolés, au début j'expliquais aux gens comment utiliser un testeur électrique et vérifier l'état des batteries en fonction de leur tension, voilà, dans les bonnes conditions. Maintenant c'est vrai que je mets systématiquement un moniteur batterie, ça donne le pourcentage, point à la ligne. Voilà. C'est pas un très gros investissement par rapport au reste et franchement ça simplifie la vie. Néanmoins dans la gestion on peut aussi avoir des solutions plus graphiques, plus jolies et aussi des solutions de gestion à distance avec le smartphone. Voilà. Moi j'en ai jamais branché en fait. J'ai branché les systèmes qui sont jolis, mais en site isolé les gens n'ont jamais demandé à avoir une gestion à distance, mais ça existe. Voilà. Donc le convertisseur ou onduleur ou inverter. Le convertisseur, donc c'est lui qui va transformer votre basse tension 12, 24 ou 48 volts en 240 volts alternatifs. Faut bien le choisir. Faut bien le choisir en termes de durée de vie. Alors moi personnellement, je préconise toujours du bon matériel. Voilà, je veux dire des marques qui ont un bon suivi. Le matériel pas cher dans les convertisseurs, ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur votre consommation. Par exemple, les plus haut de gamme se mettent en veille. Et surtout leur rendement à vide. Là par exemple j'ai découvert sur la chaîne d'un autre vidéaste, je vous mettrai le lien, il a un souci sur la consommation de son onduleur. Il se trouve qu'il a un onduleur pas cher, ou un convertisseur pas cher. Enfin pas cher. En tout cas qui vaut moins d'argent qu'un truc haut de gamme. En fait la consommation à vide c'est 75 watts. C'est-à-dire 75 watts juste pour rien. À titre indicatif, il y en a d'autres qui consomment 12 watts pour le même service. Et ils se mettent en veille. Le sien ne se met pas en veille. Donc voilà, c'est vrai que... Et cette donnée n'est pas écrite sur la fiche technique du produit. Voilà, donc c'est un produit peu cher. Et voilà, mais qui peu cher a des conséquences sur la consommation et sur le fait que son installation, elle consomme des kilowattheures par jour juste pour alimenter l'onduleur. Donc ça ne sert à rien. Le chargeur, donc là majoritairement moi j'installe des onduleurs chargeurs, mais on peut avoir un onduleur d'un côté et un chargeur de l'autre. L'avantage c'est que si l'un des deux appareils tombe en panne, tout n'est pas en panne. Le défaut c'est que c'est quand même beaucoup plus cher. Quand on veut trouver des chargeurs à fort ampérage, c'est quand même assez onéreux. Mais ça peut être pas mal, surtout dans une solution où on veut de la redondance dans la solution. Où on veut de la redondance dans l'installation.
Le générateur à combustible, donc là, pareil, groupe électrogène, donc c'est toujours pareil, hein, haut de gamme, bas de gamme. Globalement, moi, ce que j'installe, là, bon, l'importateur est français et il est sérieux. Par contre, le matériel est chinois et vous trouvez ce type de groupe électrogène de différentes couleurs et à peu près toujours au même prix. Voilà. Après, ce qui change par contre sur le générateur, le groupe électrogène, même si la base est la même, le tableau de commande n'est pas le même et le tableau de commande doit être européen avec différentiel 30 mA. Voilà, parce que quand vous prenez certaines versions pour d'autres pays, des fois vous gagnez 50 € et en fait vous n'avez pas un différentiel 30 mA dessus, donc c'est pas forcément une très bonne solution. Une fois que l'on a la connaissance de tous ces appareils et de comment les faire fonctionner ensemble, on peut enfin dimensionner son générateur. Alors il y aura plusieurs éléments. Donc le générateur principal. Alors pour ma part, je préconise toujours les modules photovoltaïques en principal, tout simplement parce que du soleil, il y en a partout sur la Terre tous les jours. Il n'est pas forcément le ciel n'est pas forcément entièrement bleu, néanmoins du soleil il y en a vraiment tous les jours. Alors que l'éolien, alors à moins dans une zone extrêmement stable au niveau vent, tous les jours à la même heure pendant le même nombre d'heures, ça arrive, mais c'est très très rare, beaucoup plus que des zones où il y a du soleil tous les jours. Donc l'éolien sera plutôt le générateur secondaire. Ensuite, dans le générateur secondaire, bon, en général, le groupe électrogène c'est une bonne solution. Ça permet d'avoir de la puissance à disposition pour tout ce qui est le fonctionnement inhabituel. Donc, par exemple, vous avez un moment où vous avez besoin de faire du bricolage ou des travaux, vous mettez plutôt votre groupe électrogène et vous avez votre onduleur qui ne sert qu'au fonctionnement standard de la maison. En fonction du dimensionnement, donc, on va avoir un budget. Et le budget, il est quasi proportionnel aux besoins électriques. Voilà. Donc c'est vrai que des fois les gens ils me demandent un devis, donc je leur demande leur besoin électrique. Hein. Je demande d'abord le besoin électrique et en fonction du besoin électrique, je me permets de demander le budget avant. Alors c'est pas pour vendre en fonction du budget, mais c'est parce que c'est directement proportionnel. Et par exemple des gens qui voudraient consommer 10 kWh par jour et qui auraient que 3000 € de budget, voilà, ça le fait pas. Honnêtement, ça le fait pas. On verra plus tard, mais ça passe pas. Bon, je vais pas dire c'est 1000 € le kilowattheure, mais non. De toute façon, c'est pas proportionnel. Et en fait, grosso modo, le budget augmente avec les besoins, mais proportionnellement est légèrement plus petit parce qu'il y a des choses qui sont stables, qui sont toujours les mêmes. Donc, voilà. Ce qui augmente, c'est les photovoltaïques et les batteries. Tout le reste est quasi identique, donc voilà. Globalement, on gagne à consommer plus. Donc, en fonction de ce budget-là, donc si le budget correspond à ce qui était prévu, à quelques pourcentages près, on peut réaliser le projet. Voilà, avec peut-être quelques aménagements, mais globalement réaliser le projet. Si le budget colle pas, alors soit parce que en général c'est parce qu'on consomme beaucoup par rapport à son budget, ou que le budget on ne peut pas l'étendre, il manque un peu. Bon, donc là on peut réviser ses besoins. Et c'est là où je disais tout à l'heure que si le budget est prévu et les besoins sont prévus, sont connus, on révise son besoin, on ne sera pas déçu par le générateur final. Tout simplement parce qu'on l'aura fait en conscience, c'est-à-dire je réduis de 20% ma consommation pour réduire de 15% mon budget d'installation. Donc effectivement, j'ai 20% de confort en moins, on va dire. C'est pas comme ça que ça marche, mais globalement, je ne serai pas déçu parce que j'aurais prévu en conscience. Voilà. Ça n'empêche pas ensuite de faire des évolutions sur son installation pour consommer plus. Et quand je dis consommer plus, c'est pas, c'est juste avoir plus de confort. Hein. Par exemple, vous avez au début un réfrigérateur, puis un jour vous voulez un congélateur parce que vous cuisinez beaucoup et que vous voulez garder, conserver facilement vos trucs. Bon voilà, vous rajoutez des modules photovoltaïques, vous avez un congélateur. Voilà. Donc ensuite, on redimensionne éventuellement le générateur photovoltaïque pour avoir bien le budget et on peut enfin lancer la réalisation du projet qui va correspondre à nos besoins, à notre budget et à nos possibilités techniques d'installation.
Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de repousser un peu le brouillard entre votre souhait de devenir autonome et la réalisation prochaine de votre projet. Si ça vous a plu, merci d'y mettre un pouce en haut, ça me fera plaisir. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, merci de la partager. Si vous souhaitez soutenir les investissements en matériel vidéo de la chaîne et que vous commandez de temps en temps sur Amazon, je vous mets en description un lien d'affiliation. Ça me permettra d'acheter du matériel pour améliorer la qualité et faciliter la production des vidéos. Pour celles et ceux qui souhaitent échanger autour des énergies renouvelables et de la technique en général, je vous donne rendez-vous sur le Slack Technique d'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.